Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague à l'âme. L'épisode du jour est un épisode assez spécial et je suis très heureuse de vous le partager aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous partage une expérience que j'ai vécue au Népal il y a à peu près 6 mois pendant mon voyage en Asie. Une expérience qui m'a profondément bouleversée. Et l'expérience en question, c'est un cours de méditation Vipassana, donc un cours de 10 jours. Peut-être que c'est quelque chose que tu connais déjà de près ou de loin, mais si comme moi, c'est un concept que tu connais vaguement mais sans plus, alors je t'invite à t'asseoir confortablement parce que cet épisode risque d'être un tout petit peu plus long que les autres. Et bien sûr, je te souhaite une très belle écoute. Ici, dans cet épisode, je vais te partager dans les grandes lignes la technique, les difficultés que j'ai rencontrées pendant mon expérience, mais également ce que cette expérience m'a apporté dans mon quotidien à mon retour en France. Et bien sûr, comme d'habitude, il s'agit ici d'une expérience vécue à travers mon prisme et chaque individu vit cette expérience à sa manière et surtout en tire ses propres leçons. Si je prends le temps aujourd'hui de consacrer un épisode sur le sujet, c'est parce que déjà je considère d'une part que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé et puis d'autre part, c'est une pratique que j'ai réellement intégrée dans mon quotidien. Du moins, quand je peux, je fais de mon mieux. Je dis toujours, derrière chaque expérience de la vie, il y a une leçon. Que ce soit une expérience qui se présente à soi de manière totalement inattendue dans le quotidien ou une expérience qu'on choisit de vivre comme cette expérience de Vipassana que j'ai choisi de vivre. Et la leçon, parfois tu la comprends pendant l'expérience ou parfois bien après ou parfois pas du tout. Parce que tout simplement, tu n'étais pas prêt à la recevoir ou tout simplement pas disponible pour recevoir la leçon à ce moment-là. Donc déjà, je trouve ça très intéressant de partir sous cet angle-là, de ce point de vue-là, que toute expérience que tu vis, toute expérience qui se présente à toi dans ta vie, il y a forcément une leçon derrière. Alors, forcément, c'est pas toujours le bon terme, mais en tout cas, il y a une leçon derrière. Et est-ce que c'est la leçon de lâcher prise ? Est-ce que c'est la leçon de pardon ? Est-ce que c'est la leçon d'amour inconditionnel ? Est-ce que c'est la leçon de foi ? Donc je parle plutôt de ce genre de leçons qui t'emmènent et te conduisent à être plus en harmonie avec toi dans le quotidien. Alors déjà, si on reprend depuis le début pour mettre un petit peu de contexte, j'ai commencé la méditation il y a à peu près 6 ans. C'est ça, oui, 6 ans. Mais ma pratique n'était pas du tout assidue. Elle était même plutôt très irrégulière. Clairement pas un exemple à prendre là-dessus. J'avais pas forcément de cadre ou de technique précise de méditation que je suivais. Et puis en fait, ma pratique dans la méditation, vraiment, c'était par phase, c'était très cyclique. J'avais entendu parler de Vipassana au tout début, quand j'ai commencé la méditation. Je me souviens, j'allais méditer dans un centre bouddhiste à Paris avec une amie. Oui, j'allais méditer dans un centre bouddhiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de cette technique pour la première fois. D'ailleurs, cette amie se reconnaîtra. Mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée au retour d'expériences de personnes qui l'avaient fait ou même informées sur le sujet, est-ce que c'était vraiment une méditation Vipassana. La seule chose que je savais à propos de cette méditation, c'est que c'était une méditation silencieuse. Mais c'est tout. Donc il y a à peu près 2 ans, en 2022, je décide de faire l'expérience de Vipassana en France, mais le projet n'aboutit pas. Donc, probablement parce que ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que pour réaliser cette expérience de Vipassana, en tout cas en France, il faut s'inscrire et être tiré au sort pour intégrer le centre de méditation.
Donc à 2 reprises, parce que je tente l'expérience à 2 reprises en France, après avoir fait ma demande, à 2 reprises, 2 fois, je ne suis pas tirée au sort. Faut dire qu'il y a tellement de demandes en France, je pense, et pas assez de place dans les centres. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance pour le coup, mais voilà. Donc ça n'a pas abouti et je suis passée à autre chose. Et donc cette année, pendant mon voyage en Asie, je me retrouve au Népal avec cet état d'esprit où je vis vraiment l'instant présent, je cultive cet état d'être. Je suis vraiment dans ce mood où je fais confiance au processus de la vie, le fameux trust the process, que je sors à tout va autour de moi et qui est clairement devenu mon mantra à force de le répéter à tout le monde. Donc je fais confiance à ce qui vient à moi à ce moment-là. En gros, je suis vraiment disponible à recevoir toutes les opportunités que la vie me mettra sur mon chemin pendant ce voyage. Faut savoir que mon voyage au Népal, c'est un voyage qui était complètement improvisé, rien n'a été programmé. J'ai pris mon billet d'avion pour le Népal du jour au lendemain sans retour, alors que j'étais en train de faire ma formation de professeur de yoga en Inde. Donc vraiment, voilà, j'ai senti l'appel, j'ai écouté mon intuition, j'ai pris mon billet d'avion et let's go. Donc je suis au Népal, ça fait à peu près 10 jours que je suis arrivée, un peu plus je pense, et je suis dans une ville qui s'appelle Pokhara. Pour ceux qui connaissent le Népal, c'est une très très belle ville où il y a beaucoup de centres de méditation, de yoga, tout est très chill, rien à voir avec l'effervescence de Katmandou qui est bondée de monde, où il y a de la circulation partout. Là on est vraiment sur quelque chose de très... je sais pas comment expliquer, mais ouais, très doux. Il y a une atmosphère qui te fait un peu voyager, mais un voyage intérieur. Donc, trop bien. Voilà, je suis arrivée un peu là parce que j'avais envie de faire un trek et je m'étais dit c'est le meilleur endroit pour connecter avec d'autres personnes qui veulent faire un trek. Et donc, j'arrive dans cette ville, j'arrive dans mon hôtel. Et je vois, comme la plupart des hôtels qu'il y a à Pokhara, ils proposent des cours de yoga dans l'hôtel. Donc je me dis trop bien, j'ai pas fait de yoga depuis que je suis arrivée au Népal. En plus j'ai passé 1 mois en Inde à faire du yoga plusieurs heures par jour, donc trop cool. Et puis ce serait sympa voilà, de se remettre un petit peu dans le bain après mon training. Donc je book mon cours le lendemain matin, le cours est à 8h. Et le lendemain matin, donc j'arrive à la place où le cours est censé avoir lieu, vers 7h50, quelque chose comme ça. Et en fait, j'arrive et il y a déjà 2 personnes qui attendent, puis 3, puis 4 personnes se joignent à nous. Et donc de là, on commence à discuter, échanger, et on se retrouve à parler français parce qu'il s'avère qu'on est tous français, donc c'est très rare parce que ça faisait 1 mois et demi que je voyageais et je parlais anglais tous les jours, je commençais même à penser en anglais. Donc on se retrouve à parler français et voilà, on fait connaissance et 8h, 8h10, toujours pas de prof et je sais pas ce qui me prend et je leur dis écoutez les gars, si vous voulez, je vous donne un cours de yoga, je sors d'une formation de prof de yoga en Inde, voilà. Et au moment où je le dis, je réalise qu'en fait, mais non, Cindy, en fait, tu vas pas donner un cours de yoga alors que t'as absolument rien préparé. Mais encore une fois, l'intuition m'a poussée à le dire et donc je le dis. Et donc ils sont tout à fait ok et je me retrouve à donner un cours de yoga, mon premier cours de yoga dans un hôtel, voilà, complètement de manière improvisée. Et finalement, le cours, je le fais en anglais parce qu'il y a une 5e personne qui nous rejoint et elle parle pas français. Très, très drôle. Mais le cours se passe super bien. Je me laisse complètement porter par mon intuition, mon inspiration et le cours se passe très bien. Et donc, on termine le cours et on décide d'aller prendre le petit déjeuner tous ensemble voilà, dans l'hôtel. Donc on décide d'aller prendre le petit déjeuner tous ensemble et donc voilà, comme tout backpacker qui se respecte, on se raconte nos vies, on se partage ce qu'on doit faire, ce qu'on envisage de faire pour la suite. Et là, il y a une personne à côté de moi qui me dit « Eh bien, moi, je vais faire Vipassana dans 15 jours. » Je suis assez surprise, je fais « Ah bon, c'est très très drôle qu'on discute de ça maintenant parce que moi...
Ça fait 2 ans que j'essaye de faire ça et à chaque fois, je suis pas tirée au sort. Et bon, je me dis que c'était pas pour moi et que c'était peut-être pas le bon moment. Enfin voilà. Et il me dit non, mais vas-y, tu devrais vraiment essayer parce que ici en Inde, au Népal, enfin il y a énormément de centres et je pense que voilà, il y aura de la place un peu partout. Donc vas-y, tente. Moi, j'ai eu ma réponse au bout de 48 heures. Vraiment, vas-y quoi, let's go. Bon, je me dis, bon, écoute, je n'ai pas de programme en particulier. Le seul programme que j'ai, c'est que je vais faire mon trek à peu près dans 3 jours. Et ensuite, après, j'ai pas forcément de programme prévu. Donc, je regarde un petit peu sur le site officiel de Vipassana. Je regarde les centres à côté. Je vois qu'effectivement, il y a un centre à Pokhara, mais il n'y a plus de place. Tout est booké et full. Et donc, tout est sur liste d'attente. Je vois qu'il y a un centre à Lumbini. Alors, je connais pas du tout cette ville. C'est une ville que j'avais envie de visiter parce que, voilà, ça fait partie du Népal. Et apparemment, c'est la ville où est né Bouddha. Donc, bon, bah voilà, très bien. Et je vois qu'il y a un autre cours qui démarre à Chitwan, donc une autre ville dans laquelle que j'avais déjà visité avant d'arriver à Pokhara. Donc, je me dis, bon, Pokhara, il n'y a pas de place. Chitwan, la ville de Chitwan, j'ai déjà visité cette ville-là. J'ai pas forcément envie d'y retourner. Il reste plus que Lumbini, au Népal. En tout cas, dans l'endroit où j'étais. Et donc, je book mon cours. En tout cas, je fais la demande d'inscription, en sachant que le cours démarrait vraiment le lendemain du retour de mon trek. Donc, c'est-à-dire à peu près 10 jours après, quoi. Donc pour moi, la probabilité que je sois prise était vraiment nulle, quoi. Donc je book mon cours. Le soir même, je reçois une réponse qui m'indique que je suis validée, enfin acceptée, je sais plus ce qui avait été indiqué, mais que je suis acceptée. Donc je suis un peu étonnée parce que c'est très rapide, au bout de même pas 24 heures. Donc j'envoie toutes les informations qu'il faut, le cours est booké et voilà. Donc je suis très contente, je vais faire mon trek. J'essaie de pas trop penser à Vipassana, je rencontre des personnes sur mon chemin et j'ai quand même tout le monde qui me dit « Mais waouh, tu vas faire Vipassana, attends, mais c'est dingue, c'est ouf, t'as pas peur ?» Voilà, t'as un petit peu tout le monde qui te donne un avis positif, négatif sur son expérience. Mais en fait, je me dis, à partir du moment où j'ai décidé de le faire, je me suis dit que voilà, je verrai bien ce que l'expérience me réserve. Je sais pas ce qui m'attend, mais je verrai bien. Et je me dis, voilà, si ma sélection s'est faite aussi simplement, c'est que ça devait se faire comme ça. Et voilà, quoi. Donc je rentre dans mon trek, je passe la nuit à Pokhara le lendemain et donc j'arrive à Lumbini dans le centre de méditation après 8 heures de bus. 8 heures de bus, les bus au Népal, c'est vraiment pas de tout repos. Hein. Donc j'arrive après 8 heures de bus, donc un peu fatiguée, je sais pas ce que je fous là, mais je suis là et je sens que je dois être là. Donc le jour de l'arrivée des participants, c'est principalement une journée d'information. Donc c'est un cours qui dure à peu près 10 jours, mais en réalité c'est 11 jours parce que le premier jour c'est vraiment une journée d'information où on va nous donner des informations sur le programme, les règles de vie à respecter. Et à plusieurs reprises, on nous demande quand même si on est sûr de vouloir vivre cette expérience. Et je me dis, bon, bah oui, je capte pas pourquoi ils sont si insistants. Mais j'ai choisi d'être là, donc pourquoi je voudrais partir ? Bon, donc voilà, après plusieurs discours pour nous faire abandonner, je décide quand même de rester, parce qu'après tout, je sais pas ce que je suis venue faire au Népal, mais je sais que j'ai ressenti un appel vers cette expérience, mais maintenant que je suis là, vivons l'expérience à fond. Déjà, il faut savoir que Vipassana, ce n'est pas une retraite. C'est un cours de 10 jours sur une technique de méditation. Et la technique ici, bien sûr, c'est Vipassana. Et en fait, pendant ces 10 jours, il y a à peu près 10 heures de méditation chaque jour. Ça, c'est la pratique. Et 2 heures de cours théoriques chaque soir avant d'aller se coucher. Eh bien, dans ces 10 heures de méditation par jour, pour ceux qui ne connaissent pas le programme d'ailleurs qui est disponible sur le site internet, tout est très bien expliqué. Ne faites pas comme moi, ne débarquez pas sans avoir d'informations sur le sujet, tout est indiqué sur le site.
Donc dans ces 10 heures de méditation par jour, on démarre la journée à 4 heures du matin avec la première méditation à 4h30 et on termine la journée à 21h par une méditation toujours et 21h30 au lit. Il n'y a plus personne. Donc ça c'est à peu près globalement le programme, mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site internet de Vipassana et vous aurez toutes les réponses là-dessus. Donc après cette première journée d'information, je me rends quand même très vite compte que ça ne va pas être si simple que ça. Voilà, je découvre le lieu, c'est un centre assez petit, rien d'extravagant, parce qu'on est quand même à Lumbini, dans une petite ville assez pauvre, très aride. Il fait très chaud dans cette ville-là, mais vraiment, c'est une ville qui est très très pauvre par rapport aux autres endroits du Népal. Rien à voir avec Katmandou. Voilà, il y a vraiment un fossé entre Katmandou, Pokhara et Lumbini. Chaque étudiant a une chambre individuelle, enfin, si on peut appeler ça une chambre, en tout cas un espace individuel. Enfin, rien de bien fou, loin des centres complètement paradisiaques qu'on peut voir en Thaïlande ou à Bali. Rien du tout. En fait, je pense que l'idée de ce genre de lieu, c'est vraiment que tu laisses tomber tous tes artifices, ton ego, tes masques. T'es vraiment en mode moine. Enfin, en tout cas, tu prends ce qu'on te donne, que ce soit au niveau du confort. Déjà, tu as un lit où dormir, c'est déjà très bien. Tu dors pas dehors. Ou même au niveau de la nourriture. On était plutôt sur un repas et demi par jour, donc plutôt light, avec une pause de thé au milieu de la journée, avec des couverts qui te sont attribués, à une place bien précise dans la salle à manger, une assiette que tu laves tous les jours à chaque repas. Enfin, vraiment, t'es dans ta bulle. Il n'y a que toi et ton expérience, ta chambre, ton assiette, enfin bref. Tu es vraiment dans une espèce de bulle. Là, on est vraiment dans le straight to the point, retour à l'essentiel, le minimum vital. Mais de toute façon, j'ai choisi d'être là et donc je suis OK avec tout ça. À la fin de la première journée, en fait, je me rends compte de tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai pas de téléphone. En gros, il faut déposer toutes tes affaires précieuses, téléphone, argent, passeport, dans un coffre-fort au cas où il y aurait des malins qui souhaiteraient voler dans les chambres, étant donné que toutes les chambres restent ouvertes. Je me rends compte que j'ai pas de quoi écrire, au cas où j'ai des idées, des pensées qui me viennent en tête, j'ai pas de quoi lire. De toute façon, tout ça c'est interdit, ça fait partie des règles à respecter pour suivre le cours. Pas de yoga, pas de sport ou quoi que ce soit de ce genre qui est autorisé. Donc on est vraiment sur 10 jours dans le silence du corps, le silence de la parole. Personne ne parle dans le centre, c'est assez impressionnant d'ailleurs le premier jour. Le silence de l'esprit. 10 jours sans pouvoir communiquer avec les autres, même pas à travers un regard. 10 jours pendant lesquels on n'est plus du tout dans le faire, mais plutôt dans l'être. T'es juste là avec toi. Waouh. Hard, mais maintenant que j'y suis, allons-y. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, après vous avoir exposé le contexte, si on rentre un peu plus dans le détail de la pratique en elle-même, il faut savoir que toutes les journées en termes de planning étaient les mêmes. Les 3 premiers jours de cette technique de méditation Vipassana, il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose qu'on va faire, c'est vraiment observer sa respiration. Juste prendre conscience de sa respiration. Si elle passe par la narine gauche, elle passe par la narine gauche. Si elle passe par la narine droite, elle passe par la narine droite. Juste laisser la nature finalement jouer son rôle et observer la réalité telle qu'elle est. Jusque-là, ça va, je me dis, bon, je vais faire ça pendant 10 heures, pendant 10 jours, je sais pas trop ce que ça va m'apporter, mais let's go. Why not? 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et je commence à me demander, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je suis pas venue ici pour m'asseoir et savoir comment respirer en fait. Je sais respirer, enfin, voilà, je comprends pas trop le but de respirer, de ramener son attention sur sa respiration. Donc je commence à m'agacer
je commence à avoir beaucoup d'émotions qui montent à la surface. Et en plus d'avoir des émotions, j'ai super mal. Excusez-moi, mais être assis pendant 10 heures toute la journée, ça fait super mal. Que ça soit en tailleur ou avoir les jambes tendues, enfin, je sais pas comment les autres ils font, mais moi, j'ai des crampes tout le temps. Je tiens pas plus de 30 minutes sans bouger. Et en plus, très drôle, quand j'arrive dans ce cours avec ma petite expérience de méditation, très aléatoire, très cyclique, il faut savoir qu'avant, quand je méditais chez moi, je m'endormais quasiment tout le temps. J'étais tellement détendue que je me laissais complètement aller dans ce lâcher-prise. Mais en fait, quand tu médites, c'est pas du tout ce qui est demandé, encore moins avec cette technique de Vipassana. Donc en plus de tout l'agacement qui montait de jour en jour, je luttais clairement pour ne pas m'endormir. Parce qu'en plus, il fait super froid dans la salle alors qu'il fait super chaud dehors. Moi, ça m'endort. Clairement, je me fous la couette et puis je dors. Enfin bref. Les 3 premiers jours ont été très très douloureux pour moi. J'avais un esprit très agité. Je crois que j'avais à peu près 1 milliard de pensées à la seconde, mais vraiment, sans déconner. Parfois, j'étais perdue dans mes souvenirs du passé. Parfois, j'étais en train de penser à ce que j'allais faire du reste de mon voyage. Mais à aucun moment, j'étais dans le présent. J'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir à chaque jour. Chaque jour, je me disais, je verrai ce soir comment je me sens. Et finalement, ce qui me faisait rester, c'était les cours théoriques qu'on avait le soir. Les 2 heures de cours qu'on avait le soir. Parce qu'en fait, chaque soir, j'avais les explications concrètes sur la pratique. Et donc, je pouvais mettre des mots sur ce qui m'arrivait dans la journée. Très intéressant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce cours, c'est qu'en fait, tu as vraiment la pratique et ensuite derrière, tu comprends. Tu comprends par la théorie. Donc après ces 3 premiers jours, plutôt intenses et douloureux, je commence à comprendre que le but de cette technique, c'est pas de calmer mon esprit, comme j'ai pu le faire avec d'autres techniques de méditation, mais plutôt de regarder mon esprit au niveau le plus profond, c'est-à-dire au niveau de mon inconscient. Toute la technique finalement se résume à être conscient de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. Le 4e jour, je m'étais mise en mode pilote automatique. De toute façon, tous les jours, c'était la même chose. Et c'est à ce moment-là que toutes les émotions, entre guillemets, négatives que j'avais les premiers jours, que je ressentais, commençaient à s'envoler. Donc à ce moment-là, au 4e jour, quand je me mets en mode pilote automatique, je réfléchis plus trop, je me lève le matin, 4 heures, la cloche qui résonne dans le centre, je me lève, je me lave les dents, je m'habille, je mets mon pull, mes chaussettes, je vais dans la salle de méditation, enfin vraiment pilote automatique. Et bien là, toutes ces émotions négatives commencent à s'envoler et laissent place à quelque chose de plus léger. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment, je commence à sentir beaucoup d'amour qui me traverse. Et à ce moment-là, je sais pas, je suis tellement reconnaissante de ce que je suis en train de vivre. Je me dis, mais attends, mais c'est fou de pouvoir ressentir tout ça dans son corps. Je sais pas ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Je suis toujours à 2 doigts de m'endormir quand je dépasse la demi-heure de méditation. J'ai toujours super mal aux jambes, au dos, j'ai pas développé de super pouvoirs, j'ai pas de révélation incroyable, j'ai pas d'illumination, rien. Mais j'ai ce moment de grâce qui me traverse. Et tout ce que je sais, c'est que ça me fait du bien. Et quand ce moment de grâce me traverse, je suis remplie d'inspiration. J'ai des idées toutes les 2 secondes, je sais exactement ce que je veux faire de ma vie. Je sais exactement où est-ce que je veux aller. Mais vraiment, je deviens une boîte à idées, vraiment incroyable. Je dors pas la nuit parce que je suis en train de penser à 50 000 trucs de « oh là là, mais il y a ça qui vient ». Donc, je pars vraiment sur quelque chose de très positif, mais j'ai rien pour noter toutes ces idées qui me viennent en tête. Et j'espère, je me dis à ce moment-là, j'espère que je vais me souvenir de tout ce qui me vient à ce moment-là en tête pour pouvoir le mettre en pratique dans ma vie ou développer ces projets quand je rentrerai en France, quoi. Mais voilà, j'ai rien
mais je laisse vraiment mon esprit continuer de s'agiter. Donc il n'est plus dans l'agitation du ressassement de ce qui s'est passé ou d'être en attente de ce qui va se faire dans le futur, mais il est agité parce qu'il a plein d'idées. J'expérimente autre chose, donc intéressant. Mais le lendemain, j'ai à nouveau cette question qui revient. Mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? J'ai déjà expérimenté ce que je suis en train de vivre là. J'ai déjà eu ces moments où je suis remplie d'inspiration. En fait, je comprends pas trop l'enjeu derrière tout ça. Mais elle est où la carotte en fait ? Parce que là, je commence vraiment à me faire chier. Je m'ennuie. Super, j'ai des idées, mais je peux pas les noter. Je m'ennuie. Clairement, je me fais chier. Et donc, je m'agace à nouveau. Et en plus de ça, dans la salle de méditation, je vois les autres qui bougent pas d'un poil. On a l'impression qu'ils ont vu la Vierge. Moi, il se passe rien du tout. Je suis juste là, je suis assise. Bon, bah voilà, j'ai eu quelques inspirations, idées à partir la veille. Et c'est super, hein, ça me stimule. Mais j'ai quand même super mal partout. Je dors quand même très mal. Parce que le soir, ça cogite beaucoup. On se réveille super tôt le matin. J'ai faim. Je mange pas à ma faim. Je me rends compte à ce moment-là que je pensais être venue expérimenter cette expérience avec aucun a priori. Mais en fait, j'en avais. Je sais pas, je m'étais imaginé que j'allais développer une espèce de capacité mentale, intuitive. J'en sais rien, supernaturelle. Attends, c'est quand même la technique de Bouddha, quoi. Donc, non, en fait, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de capacité mentale intuitive pendant ce cours, en tout cas de 10 jours, même si ça vient après. Mais voilà, à ce moment-là, je m'agace un peu, je me dis, peut-être que les autres ont reçu cette illumination et moi, je m'y prends peut-être très mal. Donc, le 5e et 6e jour, là, je me dis, mais attends, peut-être qu'il faut que je fasse un truc pour que tout ça m'arrive. Je suis vraiment partie sur un truc complètement égotique en me disant, bah ouais, moi aussi, je peux rester 10 heures sans bouger. Mais vraiment, c'est lunaire ce truc. Maintenant que j'y repense, je sais pas ce que je cherchais, mais je pense que je cherchais un truc un peu waouh, un peu cette extase que l'on ressent quand on expérimente quelque chose, une pratique spirituelle où on est dans un état de conscience modifié. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ce que je recherchais. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui est demandé, c'est pas du tout l'objectif de la technique, c'est pas du tout la leçon qu'il y a derrière. Donc je suis agacée, je suis en colère, je suis déterminée à montrer que je vais y arriver à tenir 10 heures par jour, complètement dans l'ego. Et donc vraiment, j'ai cette émotion de colère, de qui est en moi. Et là, donc, entre deux méditations, donc je crois que c'était pendant le repas en allant déjeuner. Donc, je sors de ma méditation qui se termine à 11h, je me dirige vers la salle à manger et là, je marche sur un escargot. Un escargot. À ce moment-là, je suis tellement tétanisée par ce qui vient de se produire que je reste stoïque, là, main sur la bouche, devant l'escargot que je viens d'écraser. Et là, je commence à avoir des larmes qui me montent, qui montent. Je sais pas ce qui se passe. Et au loin, je vois une autre étudiante qui voit la scène, qui me voit dans cet état et qui s'approche de moi et qui prend l'escargot que je viens d'écraser et qui le déplace tout simplement. Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Je sais pas si je pleure parce que j'ai super mal et que j'ai envie de me casser d'ici. Je sais pas si je pleure parce que je viens de faire quelque chose qui m'a bouleversée. Je sais pas si je pleure parce que j'ai toutes ces émotions qui me traversent. Mais je pleure. Et en pleurant, je me rappelle de cette règle et de ce précepte qui nous a longuement été rappelé et qu'on voit d'ailleurs affiché partout dans le centre. S'abstenir de tuer tout être vivant. Et là, je me rappelle de ça et je me dis, mais en fait, c'est mort. J'ai tout gâché parce que j'étais en colère, parce que je voulais avoir une réaction égotique. J'étais plus consciente de mes ressentis. Je me suis complètement perdue dans mon histoire de ma colère, de mon émotion égotique, de ma réaction égotique. Du coup, je regardais pas forcément où je marchais. J'étais plus forcément dans l'instant présent. Alors que si je ne m'étais pas laissée emporter par toutes ces émotions, si je ne m'étais pas perdue
dans cette émotion, ça ne serait jamais arrivé. Donc là, je suis choquée, je pars en cacahuète, enfin vraiment, waouh. Et en fait, tout ça, ça se passe en silence, mais dans ma tête, il y a un énorme brouhaha. Donc à nouveau, le 6e jour, le jour 6, j'ai à nouveau envie de m'enfuir. Vraiment, là, je me dis, je peux pas. Vraiment, ce soir, c'est décisif, j'attends le cours de ce soir, et donc le soir arrive, et je décide de rester à nouveau. Nous sommes le 7e jour, je sais toujours pas ce que je suis venue faire ici. Je comprends toujours pas, quand je me réveille ce 7e jour, le but de tout ça. Mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses ces 6 premiers jours. Et en fait, ce qui est expliqué dans la théorie, c'est que la souffrance que l'être humain se crée est universelle. On se crée de la souffrance, par exemple, quand on a de la colère, de la haine, de la passion, de la peur, de l'ego, enfin voilà, toutes ces émotions. Et en fait, quand on crée de la souffrance, on devient malheureux. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'expérience que j'ai vécue le jour précédent. Et ce qui est dit dans la technique, c'est que pour guérir de cette souffrance universelle, d'après la théorie, il faut donc un remède universel. Et ici, ce remède universel, c'est la respiration. Parce que tout simplement, la respiration, c'est le pont qui connecte mon monde extérieur, donc cette partie physique que je connais, et mon monde intérieur, cette partie inconnue où tout se passe naturellement. Quand je suis en train de parler, de dormir, de manger, ma respiration est naturelle et continue. Je ne suis pas maître de ce qui se passe. Donc ici, on fait référence à la partie inconnue. Et je peux aussi décider, par exemple, lorsque je fais des exercices de respiration, de ralentir, d'accélérer, de couper ma respiration pendant quelques secondes. Et là, c'est la partie physique que je connais. Et en comprenant cela, je comprends qu'à l'intérieur de moi, il se passe des choses dont je n'ai aucun contrôle dessus. Et l'exemple, qui me vient en tête, c'est par exemple, tu viens de te blesser et ta blessure, après quelques jours, se cicatrise toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pour que cela se produise ? Je commence alors à comprendre que chaque particule subatomique à l'intérieur de moi poursuit simplement son activité. Et en fait, à chaque instant, quelque chose se passe à l'intérieur de moi. Mais je ne sais pas. Ou du moins, je n'en ai jamais pris conscience parce que je n'en avais jamais fait l'expérience. Je constate aussi, parce qu'en fait, j'ai surtout passé beaucoup de temps à me regarder respirer, je constate aussi pendant ces 7 premiers jours que mon esprit passe son temps à sauter du passé au futur, mais jamais il ne reste dans l'instant présent. Et dans ces sauts entre le passé et le futur, il y a 2 types de pensées, les pensées agréables et les pensées désagréables. Donc, ce 7e jour, à la fin de la journée, je comprends véritablement ce qu'est Vipassana. Je décide alors à ce moment de réellement me prêter au jeu de l'expérience, parce qu'il reste encore 3 jours. L'expérience ne change pas, on a toujours 10 heures de méditation par jour. J'ai toujours super mal aux jambes, j'ai toujours envie de dormir, mais je fais de mon mieux à chaque fois que je ressens ces sensations plutôt désagréables. Donc je ramène mon attention sur ma respiration à chaque instant. Et quand je ramène mon attention sur ma respiration, je prends conscience de toutes les sensations qui traversent mon corps à cet instant. Je deviens un petit peu le témoin silencieux de ce qui est en train de s'opérer à l'intérieur de moi. Je n'essaye pas de changer l'expérience. Je suis juste en train d'observer ce qui est en train de se passer dans la structure de mon corps physique. Le 9e et le 10e jour, j'expérimente réellement l'impermanence. En observant tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je réalise que tout change à une grande vitesse. Une inspiration
j'ai une douleur à la cuisse gauche par exemple, mais je suis ce témoin silencieux et je continue d'observer cette douleur physique. Et après plusieurs respirations, je me rends compte que la douleur a disparu. J'apprends à observer les sensations de mon corps physique avec équanimité. À chaque fois que je vais en profondeur dans l'expérience, je me rends compte que la douleur grossière que j'avais au début se transforme en douleur subtile, puis cette douleur subtile finit par se transformer en une sensation plus agréable, plus légère, à laquelle je décide aussi de ne pas m'attacher. En restant dans cette position d'observateur, cette sensation agréable finit par se transmuter et s'évaporer. Et en fait, il ne reste plus rien. Et c'est là que je réalise alors, par l'expérience de la structure matérielle, donc de mon corps physique et mental, de mes pensées, que tout cela ne sont que sensations, vibrations, qui apparaissent et disparaissent. Je réalise alors que la caractéristique d'une sensation, c'est d'apparaître et de disparaître. À quoi ça sert de s'attacher à quelque chose qui est éphémère alors ? Chaque fois que je suis en contact dans la vie de tous les jours avec quelque chose dans mon environnement physique, grâce à mes 6 portes sensorielles, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et les pensées, une expérience qui se produit dans mon quotidien, une partie de mon esprit va réagir. Là, en l'occurrence, dans cette expérience, il s'agit de ma position de méditation assise dans cette pièce. C'est une expérience qui se produit. Dans la vie de tous les jours, il peut s'agir de n'importe quelle expérience. Par exemple, une amie qui vient d'annuler un rendez-vous que vous aviez fixé il y a plusieurs semaines, ou le contrat que t'espérais tant et que finalement t'as pas décroché. Quelque chose se passe, une expérience se produit, et la partie cognitive de ton esprit prend l'information en conscience. Une deuxième partie de ton esprit la reconnaît et l'évalue à l'aide de toutes les expériences passées que tu as vécues et l'étiquette agréable ou désagréable. En d'autres termes, je suis assise dans cette expérience de Vipassana, j'ai super mal, la partie cognitive de mon esprit prend en compte l'information, la deuxième partie de mon esprit reconnaît et l'évalue, expérience désagréable, et ensuite, une autre partie de mon esprit va envoyer l'information à travers mon corps physique en me faisant ressentir une sensation agréable ou désagréable en fonction de l'expérience que je suis en train de vivre et engendrer une réaction. Dans mon expérience a été évaluée comme étant désagréable. Alors la troisième partie de mon cerveau va envoyer une information de douleur à mon corps ou une émotion à mon corps. Et en fait, je vais simplement réagir par rapport à cette sensation. Et ma réaction, ça va être de vouloir changer ma position, ça va être de vouloir changer l'expérience tout simplement. Et donc si je prends l'exemple que j'ai énoncé tout à l'heure, je rêve d'avoir ce poste, mais je ne décroche pas le contrat. Une expérience se produit, la partie cognitive de mon esprit prend l'information en conscience, une deuxième partie de mon esprit la reconnaît et l'évalue à l'aide de toutes les expériences que j'ai passées et l'étiquette désagréable. Désagréable, et ensuite j'ai une sensation qui est envoyée à travers mon corps physique. Je ressens une sensation désagréable. J'ai super mal au cœur, je suis crispée, j'ai un petit peu mal à la gorge, vous savez, quand vous n'avez pas vous n'avez pas finalement ce que vous avez envie d'avoir, il y a quand même des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et la réaction derrière, c'est que, soit je vais avoir des pensées, de toute façon,
je suis nulle, j'arrive jamais à rien, ou tout simplement engendrer une réaction négative. Oh là là, c'est tous des connards. Enfin, pardon pour le gros mot, mais je vous laisse imaginer tout type de réaction qui peut se faire à la suite de ce genre d'expérience. Mais en fait, donc dans l'équation, ma réaction se produit à cause d'une sensation. Si cette sensation est agréable, je réagis par un désir parce que je me sens bien, j'en veux plus. Si cette sensation est désagréable, je réagis par de l'aversion. Je me sens mal, je ressens des douleurs, alors je n'en veux plus, je suis en colère. Je me mets à générer un attachement envers ce désir ou une aversion finalement. Je comprends alors que le désir ou l'aversion n'est pas pour telle situation ou tel objet, mais plutôt pour une sensation. Je suis assise dans ma position de méditation depuis 2 heures. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. La seule chose à laquelle je pense, c'est que je veux juste satisfaire mon aversion de ne plus avoir mal au dos. En prenant conscience que chaque sensation agréable ou désagréable qui traverse mon corps physique est éphémère, je réalise alors simplement que c'est la loi de la nature. Tout cela est impermanent. Voyons combien de temps cette sensation va durer. En faisant cela, j'accepte la réalité de cet instant telle qu'elle est sans réagir. C'est simplement le flux libre de vibrations, de sensations. Et je me souviens que la caractéristique principale d'une sensation est d'apparaître et de disparaître. Je réalise que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, dans mon quotidien, va provoquer une sensation à l'intérieur de mon corps. Alors, je décide de rester équanime face à cette sensation ou de réagir à cause de cette sensation. L'idée ici, c'est pas de se transformer en légume, mais au contraire, prendre conscience qu'une sensation, qu'une émotion, qu'une vibration va apparaître et disparaître. Alors, au lieu d'être en réaction face à cette sensation, je décide d'être dans l'action. Parce qu'une réaction, c'est toujours impulsé par une souffrance, donc une souffrance que l'on se crée à travers l'émotion ressentie. À la fin de ces 10 jours de cours, je comprends que Vipassana, c'est pas juste une technique de méditation, c'est un art de vivre. Pendant ces 10 jours, j'ai pu moi-même expérimenter cette impermanence à travers la structure de mon corps et en tirer ma propre sagesse, simplement en tournant le regard à l'intérieur de moi et en observant la réalité telle qu'elle se présente sous mes yeux, au lieu de détourner mon attention sur autre chose et peut-être alors refouler cette sensation désagréable que je ressens face à cette expérience. Et si je décidais d'observer cette sensation et de laisser la loi de la nature agir? Évidemment, j'entends que quand tu es dans le feu de l'action, de la colère, tu n'as pas du tout envie d'observer ta colère tous les jours. Je suis complètement d'accord avec ça et on est là pour expérimenter et heureusement qu'on vit des émotions parce que vivre une émotion nous permet simplement de réaliser qu'on est toujours en vie. L'idée ici, c'est justement de sortir de l'émotion et d'arrêter de se perdre dans l'histoire que l'on se raconte à travers l'émotion. Et d'arrêter surtout de s'identifier à cette émotion parce que cette émotion n'est que le résultat d'une sensation, qui n'est que le résultat d'une évaluation, qui n'est que le résultat d'une expérience vécue. Le fait d'adopter de temps en temps cette démarche dans mon quotidien, je me rappelle de cette expérience que j'ai vécue à travers mon corps physique et ça me permet tout simplement d'avoir un autre regard sur l'expérience que je vis. En fait, en ayant mis tout cela en pratique dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte que je cultivais simplement des qualités comme la tolérance, l'amour, la compassion et l'équanimité. Alors, 6 mois après cette expérience, une expérience finalement très simple, sans artifice,
sans extase, une expérience dans laquelle il n'y a pas de religion, pas de dogme, pas de Dieu tout-puissant, pas de rite, pas de prière, pas de mantra, pas de visualisation. Une expérience dans laquelle il suffit simplement d'observer sa respiration, ses sensations corporelles, prendre conscience de l'impermanence, de la loi de la nature et expérimenter l'équanimité. C'est une expérience qui restera à jamais gravée dans mon corps et dans mon cœur. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.